ولكن لو دابا غيتفتح بأي اللي كيرتاح في اللغة غادي يشارك. شكرا. Je réponds à une demande. Il y a un problème aussi de la politique, sur les sujets de la politique. Et j'ai essayé d'être le plus fidèle à ce qu'on m'a demandé, surtout en réponse aux jeunes démocrates indépendants. Et je ne vais pas aller d'habitude, en général, dans les cercles politiques, les cercles partisans. Nous avons l'habitude de discuter la politique en relation avec un événement donné, ou bien en relation avec l'ordre au niveau national, régional, international, etc. Mon intervention sera une intervention d'ordre politique, je dirais, et philosophique. Et je vais répondre à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire d'expliquer aux jeunes l'intérêt de la politique, d'abord ce que c'est que la politique, pourquoi nous faisons la politique, et pourquoi nous devons faire de la politique. Parce que souvent les jeunes, au Maroc, nous avons à peu près 3 positions. La première position, c'est que la politique, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que la politique est souvent faite par des gens qui sont peu scrupuleux, des gens qui ont envie de s'enrichir, des gens qui ont envie d'atteindre des objectifs personnels, des gens qui sont trop orgueilleux, égoïstes, etc. Donc c'est un peu l'idée. La deuxième partie, les gens, c'est des gens qui ont vécu ce que nous appelons tous, et nous connaissons tous, et nous avons subi tous, c'est les années de plan. C'est-à-dire, c'est, je dirais, les 40-50 années de règne de Hassan II, etc., avec, comme vous le savez, tout ce qu'ont subi les opposants au régime, c'est-à-dire les démocrates de ce pays, en général, et avec toutes les répercussions que je dirais, donc ce qui veut que les gens, pour une grande partie de notre population, de notre société, etc., la politique, c'est dangereux. Il vaut mieux ne pas trop se frotter à la politique, parce que si nous nous frottons à la politique, nous risquons d'avoir des problèmes. Nous risquons de ne pas vivre tranquillement, de ne pas être heureux. Et puis nous risquons aussi d'aller en prison, comme pendant les années de 40 années de torture et de dictature, etc. D'aller en prison. Beaucoup de gens sont morts, tout s'est arrêté. Et je ne cacherai à personne qu'au Maroc, nous avons eu, je crois, une quarantaine, sinon une cinquantaine d'endroits de persécution. Je ne vais pas revenir à ça parce que, rien pour dire pourquoi, c'est-à dire que mon intervention sera là vraiment, je vais essayer, j'espère réussir, je vais essayer d'expliquer l'essence même de ce qu'est la politique. Et je commencerai mon intervention par une phrase d'un grand philosophe français qui est Alain. Je citerai beaucoup de philosophes et d'écrivains, c'est important pour les gens aussi, c'est pour des références. Je vous remettrai un document, vous aurez le document de mon intervention en entier, avec à la fin une biographie pour les gens qui aimeraient aller plus loin, s'intéresser et lire plus que ça, approfondir sur les. Voilà. Donc je commencerai par ce qu'a dit Alain, il a dit, il faut penser à la politique. Si nous n'y pensons pas assez, nous serons cruellement punis. Alors, c'est-à-dire que si nous ne pensons pas à la politique, nous serons cruellement punis. Et je vous donnerai quelques petits exemples au niveau de l'histoire. Nous serons cruellement punis. Je vous rappellerai ce qui s'est passé en Europe notamment et en Allemagne, hein, quand les gens n'ont pas fait attention à la politique, n'ont pas voulu faire de la politique, et ils ont laissé passer un régime, le régime, je dirais, le plus cruel, le plus fasciste et le plus dangereux qui a eu la terre et qui est le régime nazi. Pourquoi? Parce que, justement, en Europe, les gens n'ont pas fait attention à la politique. Deuxième exemple, de ce qui se passe quand on ne fait pas attention à la politique, eh bien, on risque d'avoir des régimes extrémistes religieux, comme ce qui s'est passé en Afghanistan avec le régime des talibans. C'est exactement une autre façon de ne pas vouloir faire de la politique. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans les pays qui ont vécu les différentes révolutions de la région,
du Maghreb, des pays proches, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, même pendant cette journée en Égypte, est encore très grave. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont refusé de faire de la politique. C'est ce qui se passe en Tunisie quand on refuse de faire de la politique. C'est ce qui se passe partout au Maroc quand on refuse de faire de la politique. Quand on refuse de faire de la politique, eh bien on subit. On peut subir tout ce qu'on veut. On peut subir la terreur, on peut subir tous les malheurs, on peut perdre sa liberté, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et pourquoi nous devons faire de la politique? Ben, je reviendrai à ce qu'a dit un autre philosophe qui est Kant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et qui a parlé de l'insociable sociabilité de l'homme. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer tout ça. Insociable sociabilité. On a l'impression que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que d'un côté, l'homme est insociable. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, qu'est-ce qu'il est? Il est orgueilleux. L'homme est égoïste. Il a envie d'avoir tout pour lui. On a envie d'être heureux, on a envie de savoir, on a envie, etc. Parce que ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Mais en même temps, l'homme est social. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre tout seul. Il doit vivre en société. On doit vivre ensemble. Hein? On est obligé de vivre ensemble, on est en train, etc. Et cette insociable sociabilité de l'homme, c'est ce que explique Kant. Il dit que la politique, en partie, va résoudre cette équation qui paraît antagonistique. C'est-à-dire, en même temps, on est insociable, et en même temps, on est social. Donc, l'homme est un animal égoïste. C'est un animal égoïste, et donc, il cherche à satisfaire ses désirs. C'est pourquoi, justement, nous avons besoin de faire de la politique. Et pour que les conflits d'intérêts se règlent autrement que par la violence, parce que si nous sommes tous égoïstes, comment on va régler nos conflits? De manière naturelle. Mais de manière naturelle, nos conflits vont se régler par la violence. Et pour ne pas régler nos problèmes par la violence, nous sommes obligés de faire de la politique. C'est ça? C'est-à-dire, l'humanité entière avait deux choix à faire. Soit régler ses problèmes par la violence, et quand je dis la violence, ça peut être la violence entre deux groupes, ça peut être la guerre civile dans un pays, ça peut être la guerre entre deux pays, etc. Et nous avons une deuxième méthode pour ne pas laisser cette violence envahir nos sociétés, c'est de faire de la politique. Ensuite, quand on dit ça, c'est-à-dire pour pouvoir régler ça, c'est pourquoi nous avons besoin d'État. Un État qui va gérer un pays. Sinon, si nous n'avons pas besoin de politique, nous n'avons pas besoin de la violence. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la politique et de l'État. Donc, suite au raisonnement, qu'est-ce que la politique? C'est la gestion non guerrière des conflits, tout simplement. Et bien sûr, quand je dis des conflits, ça veut dire des alliances, des rapports de force, etc. Pas seulement entre individus, mais en général entre des groupements, etc. Et selon les différents âges, je dirais des groupements, des groupes sociaux, des classes politiques, etc. Voilà. Donc, quand on arrive là, on comprend que la politique, d'abord, c'est l'acte de vivre ensemble dans un même état. Et c'est aussi, quand je dis dans un même état, je viendrai donc à la définition même du mot politique. Et là, le mot politique nous vient du mot grec qui est polis. Le mot polis en grec, ça veut dire la cité. La cité, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire le pays. Donc, la politique, c'est la gestion de la police, c'est-à-dire c'est la gestion de la vie, de l'État, de la société, etc. Et le deuxième objectif, nous sommes en train de gérer une cité, police. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse régler qui c'est qui va diriger cet État, cette cité. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui commande, qui c'est qui dirige. C'est ça la politique aussi. Et ensuite, savoir qui c'est qui dirige, c'est-à-dire qui c'est qui a le pouvoir, et savoir qui commande et qui c'est qui obéit aussi. Et quand on dit ça, ça veut dire quel est le souverain.
Vous avez sûrement souvent entendu parler, nous voulons la souveraineté populaire. Ça veut dire la souveraineté de qui? La souveraineté du peuple. C'est-à-dire quel est le souverain, quel est celui qui va diriger ce pays. Et rapidement, je passerai sur les types. J'ai parlé de la souveraineté populaire, les types de politique ou de types de diriger des États, des pays, des sociétés, etc. Donc, nous avons, c'est soit un roi ou un despote quand il s'agit d'une monarchie absolue, soit un peuple quand il s'agit d'une démocratie, et soit d'un groupe d'individus, soit une classe sociale, un parti, une élite, quand il s'agit d'une aristocratie. Voilà. Et souvent, c'est aussi ni l'un ni l'autre, etc. Souvent, c'est les trois mélangés. Alors, vous allez vous imaginer un peu, vous prenez notre pays Maroc, de les prendre compte, et c'est vrai, des fois c'est la monarchie absolue, parfois, quand le peuple arrive à là, ça peut être un petit peu la monarchie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, et parfois c'est une élite qui dirige, etc. Et puis, il y a bien sûr des partages de pouvoir parfois intéressés, etc. Mais il y a toujours une partie qui est prépondérante par rapport aux trois. Donc, pourquoi nous faisons cette politique? En général, les gens d'un peuple, quand nous entendons les gens parler, etc., nous faisons cette politique pour être un peu plus libre, en général, surtout quand c'est le peuple qui le fait, pour être un peu plus heureux. Et quand nous voulons être ensemble, c'est pour être un peu plus fort. Et qui parle de politique? Donc, vous allez me dire, si on suit notre raisonnement, c'est-à-dire, nous avons voulu faire de la politique pour ne pas avoir de violence. Pour ne pas avoir de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des intérêts. Il y a des groupes, donc il y a des intérêts pour chaque groupe. Et si justement nous voulons gérer ces intérêts des différents groupes, nous devons faire de la politique. Donc, quand on dit politique, on dit conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de conflit, pas de politique. C'est-à-dire, dans une société, quand il y a des conflits, il y a de la politique. Et nous ne pouvons pas faire de la politique sans qu'il y ait de conflit. C'est libre. Voilà. Et la fin de la politique, c'est-à-dire si quelqu'un vous dit que c'est la fin de la politique, ça veut dire quoi? Que c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de nous. Parce que dans une société, il y a toujours des conflits. Et si on vous dit qu'il y a plus de conflits, ça veut dire qu'il y a plus d'humains, ça veut dire qu'il y a plus d'humanité. Et là, je vous poserai une question. Devant tous ces conflits, tout ce que je viens de dire là, eh bien, comment, la question qui se pose, vu qu'il y a des conflits dans une société, c'est comment vivre ensemble. Nous sommes différents, nous avons des intérêts différents, nous avons des objectifs différents, des buts différents, mais nous devons vivre ensemble. Et la question qui se pose, eh bien, devant tout ça, comment nous pourrons vivre ensemble? Donc, nous avons, et si nous décidons de vivre ensemble, pourquoi faire? Donc nous avons deux problèmes à résoudre, deux questions et deux problèmes à résoudre. Quand on dit, donc, si je reviens vers la question initiale, donc ce cas, qu'est-ce que la politique? Donc, ce que je disais, c'est la vie commune et conflictuelle, sous la domination de l'État et pour son contrôle, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est là aussi de partager ce pouvoir. Et je parle tout à l'heure des trois types de pouvoir qu'on pouvait avoir dans une société, etc. Et il n'y a pas d'autre façon de faire de la politique que celle-là. D'où, ne pas faire de la politique, c'est la plus grande erreur et la plus grande faute que nous pouvons commettre. Dans toute la théorie, et je sais qu'il y a une majorité des gens qui le pensent, toute la théorie qui dit que nous ne faisons pas de politique, je suis contre la politique, je ne ferai pas de politique, mais c'est une grande erreur. Et la plus grande erreur et le plus grand crime pour une société, c'est la politique de la société.
Et autre chose que je dirais aussi, c'est que quand on ne veut pas faire de la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'abandonne mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je vis dans une société. Je sais que de toute façon, je ne le veux pas. On nous fera toujours de la politique. Donc si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et quelqu'un d'autre a le pouvoir. Donc je laisse mon pouvoir. Et si je laisse mon pouvoir à quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le laisse volontairement. Ça veut dire que je n'ai plus le droit à la parole. Je n'ai plus le droit de le critiquer. Je n'ai plus le droit de combattre l'injustice. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mon droit à quelqu'un d'autre. Et ce droit, c'est moi-même, c'est volontairement. Quand on dit que je ne veux pas faire de la politique, ça veut dire laisser son droit à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, quand on laisse son droit à quelqu'un d'autre, après, nous n'avons plus le droit de prétendre autrement. La question qui peut suivre ce raisonnement, c'est du tout. Mais la politique, c'est pas toujours très propre, c'est pas toujours très etc. C'est toujours souvent on dit que les bouches, les gens qui travaillent dans ce milieu, etc. La politique, et je répondrai par cette réponse, c'est que souvent on dit que la politique c'est pas très moral. Et moi je vous pose la question, est-ce que la politique c'est la morale? Oui, peut-être la politique c'est pas forcément la morale. Et justement, quand je dis je fais de l'humanitaire, je fais de la charité, ça c'est moral. La politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas faire de l'humanité. La politique, ce n'est pas faire de la charité. Quand je dis je suis pour la tolérance, être pour la tolérance, ce n'est pas une politique. Par contre, mener une politique anti-intégriste, ça c'est une politique. Dire que nous sommes tolérants, ce n'est pas une politique. Et justement, pourquoi? Parce que la morale n'a pas de frontières. Elle n'a pas de patrie. La politique, si. La politique a une frontière. La politique a une patrie. La politique s'intéresse aux groupes sociaux. Elle s'intéresse aux frontières. Elle s'intéresse aux patries. Et souvent la politique, c'est totalement le contraire de l'égoïsme. Et qu'est-ce que je vous disais au début de mon raisonnement, de mon intervention? L'homme est égoïste. Alors que la morale ne l'est pas. Et la politique, justement, est venue pour gérer nos égoïsmes. Et qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous créons un égoïsme collectif. Parce que nous avons le même objectif politique, etc. Et nous gérons notre égoïsme collectif. Et là, je passerai à un concept qui est très intéressant pour justement comprendre ce genre de... Parce que c'est de comparer, c'est comme si nous voulions comparer la générosité et la solidarité. Quelle est la différence entre la générosité et la solidarité? La générosité, justement, fait partie de la morale. Par contre, la solidarité fait partie de la politique. Et là, nous avons une différence de taille. Parce que la politique, c'est l'expression collective et conflictuelle de l'égoïsme. Et la générosité est une vertu morale. Alors que la solidarité, c'est de la politique. La solidarité, c'est l'affaire de l'État. C'est l'affaire de la société. La générosité est moralement supérieure à la solidarité. Mais la solidarité est socialement et politiquement plus urgente. Et là, je vous pose une question. Est-ce que je suis syndicaliste par exemple? Est-ce que je fais du syndicalisme par générosité? Mais non. Jamais de la vie. Je ne fais pas du syndicalisme par générosité. Je fais du syndicalisme par solidarité avec mes camarades qui sont dans le même corps professionnel que moi. Et en même temps que je défends mon camarade, je défends mes propres intérêts. Alors que quand je suis généreux, je fais de la générosité. Mon intérêt personnel, il rentre pas moralement, c'est même pas. C'est-à-dire que c'est contre la moralité. De vouloir faire du moral et de défendre son propre intérêt. Oui. Par rapport à cette question, mais on ne peut pas
parler de solidarité, s'il n'y a pas de générosité. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que la politique a besoin de la morale pour, c'est-à-dire, et c'est très clair, c'est-à-dire que nous avons le politiquement condamnable et nous avons le moralement condamnable. Et là, je parlerai quand j'arriverai à un peu, je parlerai des élections, j'en parlerai même dessus. Quand nous allons à des élections, est-ce que nous votons pour le plus vertueux ou bien nous votons pour celui qui défend nos intérêts? En politique, nous votons en principe pour celui qui défend nos intérêts. Et c'est pour ça qu'en politique, vous allez souvent entendre parler, on critique certains politiciens en disant que c'est des populistes. Pourquoi? Mais un populiste, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la morale à la place de leur politique. Et on trompe les gens. C'est-à-dire, je peux très bien vous dire, je suis pour le bonheur. Quand je dis je suis pour le bonheur, j'ai envie que les gens soient heureux. Est-ce que je fais de la politique? Est-ce que quelqu'un ici peut être contre le fait que nous voulons que les Marocains soient heureux? Moralement, c'est pas possible. Par contre, est-ce que c'est une politique? Ça, c'est pas une politique. Qu'est-ce que ça veut dire une politique? C'est le comment, répondre au comment de la chose. Et c'est là où nous commençons à faire de la politique. Sinon, c'est pas de la politique. Et souvent, dans notre société, vous avez entendu parler quand il y a des élections. بعدين صوتوا الافلام حضره جنسيه ما كنصوتوش على افلام حضره جنسيه كنصوتوا على افلام واش عنده شي برنامج باش غادي يحقق لنا اهدافنا est-ce qu'il va nous résoudre nos problèmes nos solutions ça peut être le meilleur du monde avec ceci il peut être honnête, il n'a jamais volé, il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais triché, il n'a jamais etc. Mais est-ce qu'il est capable de défendre? Est-ce qu'il a un programme? Est-ce qu'il a quelque chose pour justement nous apporter des solutions à nos problèmes? Et ça, c'est totalement différent. C'est pour ça que certaines forces politiques utilisent justement ce créneau, parce qu'il est plus facile. C'est très facile de faire du populisme, ce que je vous disais, de venir dire aux gens, les gens croient en quelque chose. Je vais venir faire une petite sociologie auprès des gens qui sont ici. Et je vais comprendre qu'est-ce que vous aimez le plus. Et je vais suivre vos tendances et dire, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que c'est vos croyances. Je vais toucher à vos croyances, à votre moralité, aux principes et aux valeurs que vous aimez. Mais est-ce que ça fait un programme, ça? Programme. Ça ne fait pas une politique, justement. Et d'où l'importance, justement, de revenir à la notion que dans la politique, il y a toujours cette notion de conflit, d'intérêt de groupe. Nous sommes un groupe de gens, nous avons un même objectif. Vous prenez des salariés. L'intérêt de tous les salariés, c'est quoi? C'est d'augmenter leur salaire. Donc tous les salariés vont se battre pour augmenter leur salaire. Prenons un autre groupe, celui des patrons. Un patron dans son entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de diminuer son prix de revient. Et pour diminuer son prix de revient, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas augmenter les salaires. C'est surtout la chose qu'il ne faut pas lui dire. On ne dit jamais à un patron, vous allez augmenter vos salaires. Il est tout le temps, ça l'enrage rapidement. Il est mécontent. Et c'est normal. Vu le groupe des patrons. Donc déjà, nous avons deux groupes. Un groupe qui n'a pas envie d'augmenter ses dépenses, donc il ne va pas augmenter les salaires, et l'autre groupe qui veut vivre mieux, et pour vivre mieux, il doit augmenter son salaire. Donc nous avons un conflit. Et ces deux groupes, quand ils se combattent dans la vie réelle, eh bien, chacun a son programme. Chacun propose des choses. Je ne sais pas si vous suivez, il y a beaucoup d'élections ces derniers temps, notamment en Europe, en Grèce, en France, en Égypte, etc. Vous avez peut-être suivi un peu les débats, mais c'est les débats qui certains groupes défendent certaines valeurs, certains principes et certaines choses, parce qu'ils défendent une certaine classe politique, et d'autres sont pour autre chose. Certains veulent augmenter le SMIC, veulent augmenter le nombre de professeurs dans les lycées, veulent augmenter, etc., etc. D'autres, non. Pourquoi d'autres préfèrent autre chose? Ils disent qu'on va augmenter le temps de travail. Et si vous travaillez plus, vous toucherez plus.
effectivement, ces gens-là sont en train de défendre des intérêts bien précis. Je suis capitaliste, j'ai envie d'augmenter ma cagnotte, mais je dois faire travailler plus les gens et leur dire que, terminez le salaire de base. Plus vous travaillez, plus vous me rapportez d'argent, et là je pourrais penser à vous rajouter. Et là je citerai beaucoup de gens depuis le Moyen-Âge, c'est toujours le combat, plutôt, et là je vous envoie sur cette référence. Par exemple, je commencerai par Ibn Khaldun, Ibn Rushd aussi, après passant par Hobbes, Spinoza qui ont parlé de la même chose, et je terminerai par Machiavel, je ne sais pas si vous avez entendu ou entendu parler du Prince, et bien sûr Karl Marx, justement qui ont traité tous pratiquement de la même question. Quand on dit ça, ça veut dire que la politique, c'est pas une forme d'altruisme, ce qui est très très important. Si ça aussi il y a tout ça, la politique ce n'est pas l'altruisme. D'où la politique c'est quoi? Eh bien c'est l'égoïsme intelligent et l'égoïsme social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je commence à faire de la politique, j'ai jamais fait de politique. Je suis un jeune Marocain, j'arrive à faire. Mais j'ai toujours été libre, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je gère mon égoïsme comme je suis. Quand j'arrive à faire de la politique, je rencontre des gens qui partagent mes idées, etc. Non, pourquoi je me mets avec eux? C'est pour être un peu plus fort, pour être écouté, pour me faire connaître, pour pouvoir atteindre les autres, etc. Et c'est pour ça que je me mets avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon égoïsme, qu'est-ce que je fais? J'en fais. Mais je vais les diminuer un petit peu. Imaginez un carré. Mon égoïsme, c'est un carré. Un carré qui va rencontrer le carré de mon voisin. Mais nos carrés, en se frappant entre eux, ça va devenir des rangs. Ça veut dire que nous allons quoi? Mais nous allons un peu gérer notre propre égoïsme et faire attention à l'égoïsme de l'autre. Et c'est ces égoïsmes socialisés qui font la politique. Donc, si j'avais à revenir sur les deux notions que j'ai traitées, c'est-à-dire la morale et la politique est désintéressée. La politique, non, la politique n'est pas désintéressée. La morale est universelle. La politique est particulière selon les groupes, les classes, et les luttes, et les conflits, etc. La morale est solitaire. Pourquoi la morale est solitaire? Parce que moi-même, en tant qu'individu, eh ben, je me crée ma morale. Je dois me comporter d'une certaine manière. Je dois être honnête, je dois être correct, etc. Par contre, la politique n'est pas individuelle. La politique est toujours collective. Et là, j'en arrive aux élections. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que les élections opposent des bons et des méchants? Est-ce que quand on fait des élections, est-ce que nous avons une opposition entre les bons et les méchants? Ou bien, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Nous savons très bien, on peut dire d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, une élection n'oppose pas les bons et les méchants. Une élection, elle oppose des camps, des groupes sociaux ou idéologiques. Elle oppose des partis, elle oppose des alliances, elle oppose des intérêts, elle oppose des opinions, des orientations, des choix, des programmes, etc. Et je peux la situation créative. On en vient où? La morale n'a ni projet, ni stratégie. Par contre, qu'est-ce que peut nous proposer la morale contre le chômage qui sévit dans notre pays aujourd'hui? Est-ce que la morale, l'akhlaq, واش الأخلاق اللي نديرو نحاربو البطالة في بلادنا؟ واش يعني est-ce que la morale peut arrêter la guerre?
Et c'est ce qu'on voit par exemple en Libye, en Syrie, etc. Est-ce que la morale peut arrêter la barbarie? Il n'y a que la politique officielle. Et quand on dit, quand je suis pour la justice, je suis pour la liberté, est-ce que je fais de la politique? Non. Parce que n'importe qui est pour la justice et pour la liberté. Et là, vous allez me dire oui. Et je vous répondrai mais comment? Et quand je dis mais comment, nous commençons à faire de la politique. Et pourquoi la politique? Finalement, c'est parce que nous sommes ni des saints, ni de simples consommateurs. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous vivons dans un monde mondialisé. Dans le monde mondialisé, quelle est la règle aujourd'hui? C'est de consommer plus. Consommer plus pour consommer plus. Et comme nous sommes ni des saints, ni de simples consommateurs, eh bien, nous devons faire de la politique. Et pourquoi j'ai parlé d'économie, de mondialisation et nous ne sommes pas des consommateurs? Parce que souvent, vous avez entendu les grandes idéologies qu'il n'y a plus de politique, il n'y a que le marché. Parce que ceux qui disent ça ont envie justement que l'être humain devienne un simple consommateur. Alors que l'être humain n'est pas un simple consommateur. L'être humain, par ça, c'est ce que je vous disais déjà depuis les grands philosophes, nous savons que c'est des gens l'ordre politique, de par sa sociabilité, etc. Et quand on dit tout ça, je vais en arriver à un point qui me tient à cœur, qui est très très important, c'est que souvent, les gens qui font de la politique en général sont attaqués. Et là, j'ai envie de dire qu'il faut de la reconnaissance. En tant qu'autorité, il faut de la reconnaissance pour le travail politique. Parce que si aujourd'hui dans le monde, il y a un peu de bonheur, il y a un peu de justice, il y a un peu de lutte, c'est grâce justement au travail politique. Et ne pas trop se faire d'illusions sur la compétence ni sur la vertu des gens qui font la politique. Par contre, ce qui est très très important, c'est ce que j'appelle la vigilance. Et cette vigilance qui fait partie des droits humains. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il en parle justement de vigilance. C'est-à-dire, et les devoirs du citoyen. Ça a été écrit en 1788. Je n'invente rien. D'où le principe de vigilance. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, mais la relation qui nous lie tous, ce n'est pas la mort, c'est la vigilance les uns envers les autres. Soit entre institutions, soit entre citoyens, etc. Et c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet. La séparation du pouvoir, etc. C'est parce que nous voulons une certaine vigilance entre les différents partenaires qui font la politique. Et puis finalement, je terminerai par deux points très très importants à mon avis. C'est que là, quand on dit faire bien l'ordre, nous faisons de la morale. Par contre, quand on veut faire de la politique, ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de dire je veux bien faire l'homme, mais par contre, le plus important, c'est que cet homme qui commence à faire cette politique doit agir, doit lutter, doit résister, doit inventer, doit sauvegarder, doit transformer sa société, son entourage, etc. D'où justement la politique. Et c'est ça le plus important. Et je terminerai par une dernière phrase en disant que grâce à la politique, nous faisons l'histoire et pour ne pas rester à côté de l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire là. Il faut rentrer. Et je termine. Merci beaucoup.